Dans ma communication, oh là là, j'ai pas l'habitude de faire ça, d'habitude ils me suivent. Donc, hey, ma communication. Donc, accepter, revenir, ouvrir Gmail, ok. Donc, avec la communication, qu'est-ce qu'on va faire? Outils, partager peut-être par Gmail. Adresse, partager. Gmail. Pardon, docteur, c'est pas depuis la présentation, c'est directement sur le lien, tu as Google Meet, sur la séance, sur le salon, tu as la conférence. Oui, mais dans la conférence, il doit y avoir déjà la communication, non? Attendez, je vais essayer de... Tourner la communication et la mettre, non? Allô, allô? Je ne sais pas comment je fais, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Alors, vite. Partager l'écran, d'accord? Partager l'écran, ouais. Après, En communication, partager l'écran, ensuite, continuer. est-ce que le fichier du cours est ouvert? C'est ce que je voulais te dire. Donc, j'ouvre le fichier. Voilà. Bien, d'accord, ok, très bien. Je vais ouvrir le fichier. C'est ça, c'est ce que je voulais te dire. Eh bien, il fallait le faire bien avant. Voilà le fichier. Donc, il est ouvert. Donc, là, Gmail. Ok, maintenant. Partager l'écran, d'accord. J'espère que, donc, pesticides aussi. Le mangafodipyr va se retrouver en même temps donc dans l'industrie du fer où il y a quelques petites fractions de manganèse. Le point de fusion de ce métal est très élevé, 1247 degrés Celsius. Donc vous voyez qu'il faut porter à une température très très importante pour avoir du manganèse. Le fait d'avoir cette grande température explique le dégagement d'oxygène et la formation du Mn2O3. Donc, vous allez avoir de l'oxyde de manganèse dans sa forme T3, si vous voulez, à partir du moment où vous le portez à cette température. Il fait partie aussi des oligo-éléments, donc essentiels dans notre rapport alimentaire journalier, qui doit être de 2 à 10 mg par jour. Ce manganèse, on va le retrouver dans les légumes verts, dans les graines, dans les noisettes, dans les fruits, dans les épices, le thé.
etc. Il existe aussi sous forme de traces ou de concentration variable dans les tissus humains déjà. Il fait partie de la composition de certains tissus dans notre corps à des concentrations variables variant entre 0,3 à 2,9 microgrammes de manganèse par gramme de tissu. Donc, il rentre dans la composition de la structure tissulaire de nos organes. C'est pour ça que l'un de ses principaux rôles biologiques, c'est la participation à la structure des protéines cellulaires. Donc, le métabolisme des protéines induit la participation du manganèse, mais aussi au métabolisme énergétique. Parce que très souvent, on va le retrouver dans certaines enzymes qui sont des métalloenzymes. Et donc, celles-ci vont participer, métalloenzymes qui sont contenus dans les mitochondries, et de ce fait, ils participent au métabolisme énergétique cellulaire. Donc, ils participent à la structure des protéines cellulaires et au métabolisme énergétique, à la protection cellulaire, parce qu'il fait fonction de cofacteur enzymatique dans la formation tissulaire. Il intervient aussi dans la formation de nombreux métalloenzymes, tels que la superoxyde dismutase, qui est une enzyme ubiquitaire qui existe au niveau des mitochondries, mais aussi au niveau cytosolique. Au niveau cytosolique, le manganèse va être, ces enzymes vont être avec le cuivre et le zinc, mais au niveau mitochondrial, cette enzyme, cette superoxyde dismutase, contient essentiellement du manganèse. Donc, vous voyez l'intérêt du manganèse dans le métabolisme énergétique cellulaire. Il intervient également dans l'immunité, dans la régulation de la glycémie et le métabolisme osseux. Il existe différentes interactions. En fait, le manganèse, il va interagir avec le métabolisme du fer au moment de l'absorption et du transport, parce qu'il va utiliser la même protéine de transport qui est la transférine. C'est pour cela qu'il va intervenir dans le même contexte. Il va interagir avec le fer. Donc, chez l'homme et l'animal, le manganèse est essentiel pour le fonctionnement optimal de nombreux systèmes enzymatiques. Il peut intervenir en tant que partie intégrante d'un métalloenzyme. On en a déjà parlé, la superoxyde dismutase mitochondriale. D'accord ? Cette superoxyde dismutase mitochondriale, elle a un rôle essentiel dans le système de défense contre les radicaux libres, en catalysant les dismutations de l'ion superoxyde OZ en peroxyde d'hydrogène et en oxygène. Donc, c'est un oligo-élément important dans les situations d'élimination ou dans le système de défense pour nous débarrasser des radicaux libres de notre corps. L'arginase, l'enzyme cytosolique qui catalyse l'hydrolyse de l'arginine en urée et en ornithine. C'est-à-dire que ce manganèse va intervenir aussi dans les enzymes telles que les enzymes cytosoliques, l'arginase, qui vont catalyser l'hydrolyse de l'arginine et qui vont nous donner de l'urée et de l'ornithine. Donc, il participe au catabolisme de certaines enzymes et il participe aussi à la formation de certaines protéines métaboliques. Donc, il intervient dans le métabolisme protéique, que ce soit dans l'anabolisme ou dans le catabolisme protéique. Mais surtout, et très spécialement et particulièrement, ce manganèse va intervenir dans le système enzymatique comme cofacteur non spécifique en se fixant sur le substrat ou l'apoprotéine, entraînant un changement conformationnel de celle-ci. Et donc, c'est de cette façon-là qui va permettre l'oxydation et l'élimination de ces fameux OH. En cas de carence, le manganèse peut être remplacé par le magnésium. Donc, dans notre corps, si on ne mange pas assez de
d'aliments qui contiennent ce manganèse, si on n'arrive pas à avoir la quantité voulue nécessaire à notre métabolisme, notre corps va utiliser le magnésium à la place du manganèse. Et parmi les enzymes qui sont concernées, vous avez l'exokinase, la calcinurine, c'est la phosphatase almodulinède dépendante, la xanthine, l'oxydase et la glutamine synthétase. Donc, cette dernière enzyme, elle participe, elle est présente dans le cytosol des cellules gliales. Vous allez voir sur le plan clinique et dans le mécanisme d'action qu'on va parler beaucoup plus du cerveau. Et on va parler beaucoup plus des neurotransmetteurs glutamate et GABA. Pourquoi? Parce que justement, ce manganèse rentre dans ces enzymes qui sont dans le cytosol des cellules gliales. Donc, ces cellules-là vont contenir jusqu'à 80% du manganèse cérébral et fournit la glutamine pour la synthèse des neurotransmetteurs. Des neurotransmetteurs glutamate et GABA. D'accord? Ça, il faut le retenir, que le manganèse est dans les 80% contenu dans les cellules gliales. Il participe donc à la synthèse des neurotransmetteurs glutamate et GABA. Ça va? Oui. Oui. Ok. Dans certains cas, donc le manganèse va aussi intervenir comme cofacteur spécifique. C'est par exemple l'exemple de la prolidase humaine ou la glycotransférase impliquée dans le recyclage de la proline lors de la biosynthèse du collagène. Vous avez vu dans les deux parties que j'ai abordées maintenant, entre parenthèses, vous avez les études qui ont prouvé l'existence de ce manganèse au niveau des cellules gliales. C'était en 87, en 1994, 1984 et pour la biosynthèse du collagène, 1999. C'est peut-être long pour vous, mais dans le monde de la recherche scientifique, ce sont des recherches récentes. Et donc, jusqu'à présent, on ne connaît pas réellement tout le mécanisme d'action du manganèse. D'accord? Ça continue, on continue les recherches et on continue à essayer de trouver le mécanisme d'action. Alors, où est-ce qu'on va trouver ce manganèse? C'est clair qu'on va le retrouver au moment de l'extraction et au moment du transport de certains minerais. Pourquoi le transport de certains minerais? Parce que rappelez-vous, je vous ai dit, on ne va pas le retrouver sous forme métallique comme ça, pure, dans la nature. Il est toujours avec d'autres minerais. Donc, dans l'extraction et dans le transport des minerais. Donc, plus de 90% du commerce international du manganèse provient de l'Australie, du Brésil, de l'Afrique du Sud et du Gabon. Mais il y a aussi la Russie, l'Inde et le Maroc qui sont des producteurs de manganèse. OK? On va le retrouver ce manganèse aussi dans l'industrie métallurgique, en sidérurgie, puisqu'il est toujours, il est toujours avec le fer. On va le retrouver dans les minerais de fer et d'autres minerais tels que le zinc aussi. Donc, mais très souvent, on le retrouve avec le fer. Donc, ça sera l'industrie métallurgique qui sera la source d'exposition la plus importante par rapport au manganèse. Donc, le manganèse enlève au fer ses impuretés. Il permet la fabrication de l'acier au manganèse. C'est le ferromanganèse qu'on va utiliser dans certaines situations industrielles. Il peut être comme alliage avec le cuivre. Donc, c'est le bronze de manganèse avec l'étain et avec le nickel. On va l'utiliser dans le soudage, mais c'est surtout le soudage à l'arc. Vous allez vous habituer avec les entreprises et vous allez savoir ce que c'est que le soudage à l'arc. Peut-être que vous avez vu des gens souder. Le soudage à l'arc, c'est on utilise des bâtons. On utilise des bâtons dans notre poste à souder.
Et donc, ces bâtons, on les appelle des électrodes. Donc, pour certains procédés de fabrication, on va utiliser des électrodes en fer et en manganèse. Le manganèse intervient aussi dans la fabrication des piles sèches. Il intervient dans l'industrie chimique comme agent oxydant sur le permanganate, comme colorant dans l'industrie céramique, dans la verrerie céramique. On l'utilise comme additif alimentaire pour le bétail et comme pesticide, rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, le MANEB et le MMT. La fabrication de divers dérivés organiques, c'est le MMT, qui est un agent antidétonant aussi, utilisé dans l'essence sans plan de vos voitures. D'accord? Donc, historiquement, il y avait aussi l'histoire des scories Thomas. Donc, le procédé Thomas, c'est en fait un procédé de transport et d'ensachage des scories des anciens convertisseurs. Dans la sidérurgie, donc c'était pour le transport du fer. Donc, il y avait, ces scories sont utilisées comme engrais. Donc, on va les obtenir par des procédés modernes à l'oxygène et qui sont actuellement pauvres en manganèse et qui ne sont plus utilisés comme engrais. D'accord? Donc, auparavant, ça s'appelait le procédé scorie Thomas ou procédé Thomas. Donc, c'était incorporer le manganèse dans la fabrication des engrais. Le manganèse est un agent de contraste pour l'imagerie par résonance magnétique. Donc, quand vous allez faire votre IRM, ce que vous utilisez comme agent de contraste, c'est le manganèse. Donc, ce sont les différentes utilisations ou sources d'exposition du manganèse. Et donc, à chaque fois que vous allez être dans une industrie métallurgique, une industrie du fer, une industrie de l'étain, une industrie du nickel, vous allez avoir en arrière-pensée la présence du manganèse dans le suivi de vos patients. Donc, à chaque fois que vous avez des soudeurs devant vous, s'il y a des signes cliniques un peu particuliers, pensez au manganèse. Quand vous avez quelqu'un qui va travailler dans la fabrication des piles, en dehors du cadmium, vous avez aussi le manganèse. Donc, pour le personnel médical, vous avez le fameux permanganate de potassium. Et donc, parmi les composants du permanganate, il y a le manganèse dedans. Et donc, s'il y a des réactions qu'on va voir tout à l'heure sur le plan clinique, elles peuvent être liées au permanganate qu'on porte être tout à fait inoffensif. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous parle des différentes sources d'exposition. C'est pour savoir à quel moment je vais penser à tel ou tel toxique dans ma prévention médicale pour savoir les signes cliniques que j'ai, est-ce qu'ils concordent avec une certaine intoxication ou pas. Pour le métabolisme, donc vous avez maintenant pris l'habitude aussi, donc on commence toujours par les voies de pénétration, comme pratiquement tous les toxiques. La principale voie de pénétration du manganèse, elle est pulmonaire. Le manganèse est inhalé, il est absorbé directement par les poumons, ce qui le renvoie à ne pas être directement transporté au foie, c'est-à-dire qu'on va passer le premier passage hépatique et par conséquent, le manganèse va se retrouver directement dans le sang et peut être transporté directement vers le cerveau. Le cerveau, rappelez-vous, les cellules gliales qui ont 80% de manganèse, donc qui vont attirer tout le manganèse qu'il y a dans le sang, parce qu'elles ont besoin du manganèse dans la synthèse. Et donc, à chaque fois que vous inhalez du manganèse, ce manganèse va passer directement dans le sang et passera directement dans le cerveau. Tant que ce sont des doses raisonnables, il n'y a aucun problème, ça rentre dans la composition des cellules gliales. Mais dès qu'on dépassera les normes, on sera en situation d'intoxication et on sera en situation de situation toxique par rapport au cerveau. D'accord? Donc, l'absorption dans les voies respiratoires est influencée par des facteurs contribuant au dépôt des particules. Vous l'avez sûrement fait dans le premier cours,
l'introduction à la toxico, vous savez que certains toxiques, dans leur forme, une fois inhalés, vont se retrouver soit sous forme de particules, soit sous forme de brouillard, soit sous forme carrément de poussière. Et selon le diamètre de ces particules, elles vont soit se déposer, soit être rejetées par l'arbre bronchique supérieur, soit aller directement dans les alvéoles et directement passer dans le sang. Le manganèse, les vapeurs de manganèse sont de ce type. Les vapeurs de manganèse inhalées vont passer directement dans la région alvéolaire du poumon et du coup vont passer dans le sang. J'espère que c'est clair cette partie parce que c'est important. Ça vous permet de comprendre l'effet toxique au niveau du cerveau. OK? Et les différents signes cliniques qu'on va retrouver. Vous avez des formes qui sont un peu plus solubles que d'autres. C'est par exemple le sulfate de manganèse et le chlorure de manganèse. Ces deux formes de manganèse ces deux formes solubles de manganèse, sont plus rapidement évacuées du poumon que les formes moins solubles, telles que les oxydes de manganèse ou le phosphate de manganèse. Donc, les formes plus solubles, les sulfates et les chlorures de manganèse, vont rapidement être évacuées du poumon. Par contre, des formes moins solubles, telles que les oxydes de manganèse ou le phosphate de manganèse, vont être stockées. D'accord? Pompon. Alors, il y a une particularité pour le manganèse. Alors, pour le manganèse, le système olfactif constitue, qui est une interface directe entre le système nerveux et l'environnement extérieur, ça vous le savez, tout comme l'oreille interne, qui est une interface directe entre le système nerveux et l'environnement extérieur. Donc, le manganèse peut contourner la circulation générale pour aller directement être transporté au cerveau par cette voie. Donc, quand vous êtes dans une situation industrielle où vous allez inhaler du manganèse qui va aller emprunter le système olfactif, donc il va rejoindre directement le cerveau. Donc, on a dit qu'une fois absorbé par le poumon, il va aller directement vers le sang, il ne va pas passer par le foie, il va aller directement dans le sang et par conséquent passer au niveau du cerveau. Et secondairement, il va prendre comme véhicule le système olfactif. Donc, il va arriver au niveau du cerveau par le biais du système olfactif qui est, on va dire, un train direct du système olfactif vers le cerveau. Alors, secondairement, bien sûr, il y a toujours une autre voie qui peut qu'on peut retrouver dans une intoxication, c'est la voie digestive. Elle est faible, cette fois. Donc, c'est une faible fraction de 1 à 5% du manganèse ingéré. Il est normalement absorbé par le corps, du moment qu'on va le retrouver dans une alimentation. Donc, dans les conditions d'alimentation riches en manganèse, les changements adaptatifs comprennent une absorption gastro-intestinale réduite du manganèse. Donc, si je mange beaucoup d'aliments qui vont contenir du manganèse, l'absorption au niveau gastro-intestinal va être réduite. Donc, on va pas avoir tout le manganèse ingéré dans le tractus, dans l'absorption intestinale. C'est un métabolisme accru du manganèse dans le foie, ainsi qu'une augmentation d'élimination du manganèse par les voies biliaires et pancréatiques. Donc, par voie pulmonaire, il va aller directement et toute la proportion va aller dans le sang. Par contre, je m'excuse parce que là, je suis en train de recevoir des appels et par moment, je suis obligée d'éliminer l'appel. Donc, dans les conditions, par contre, sur le plan digestif, donc à chaque fois que je vais ingérer
du manganèse, si j'ai une alimentation qui est riche en légumes, etc., tous les aliments dont je vous ai dit, ils sont riches en manganèse, l'absorption gastro-intestinale est réduite. Et donc, je vais avoir par contre un métabolisme accru du manganèse au niveau du foie et je vais pouvoir éliminer le manganèse par la voie biliaire et pancréatique. C'est dans l'intoxication au manganèse, c'est beaucoup plus la voie pulmonaire qui est toxique, pas la voie digestive, d'accord? La voie digestive est secondairement une voie de pénétration, mais vraiment à faible fraction. Les particules, par contre, qui sont éliminées par le mouvement mucociliaire au niveau du poumon, peuvent secondairement être ingérées et participer à l'absorption gastro-intestinale. Donc, j'ai la partie qui va pénétrer par le poumon, qui va aller intacte dans le sang. J'ai une partie qui est ingérée et donc qui sera très faible parce que j'aurai une plus grande élimination du manganèse du fait du grand métabolisme dans le foie qu'une absorption. Mais j'ai aussi une partie qui est éliminée par le mouvement mucociliaire qui va se retrouver ingérée et rebelote, revenir vers l'absorption gastro-intestinale. D'accord? L'absorption par voie digestive, se fait grâce à des systèmes de transport actifs. Donc, ça va demander beaucoup d'énergie pour transporter le manganèse, pour l'absorber. Donc, vous avez un système de transport actif, par exemple, la DMT1, c'est le divalent métal transporteur, qui est toujours en compétition avec d'autres métaux, comme par exemple le fer. Donc, quand vous avez dans votre corps plusieurs nutriments, c'est le fer qui est la préférence. Donc, on va préférer absorber le fer et donc il va y avoir une compétition dans l'absorption entre le manganèse et le fer. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup plus d'absorption pulmonaire que gastro-intestinale. D'accord? Donc, une fois absorbé, une fois dans le sang, le manganèse est transporté. Il est transporté soit lié à la transférine, d'accord, à 20%, soit à d'autres protéines telles que l'albumine ou la bêta-globuline à 82%, toujours avec le fer. Pour la transférine, il est transporté, 20% sont transportés, mais toujours avec le fer trivalent. Par contre, pour l'albumine et la bêta-globuline, il est transporté à 80% dans ces deux protéines, mais toujours avec le fer, et cette fois-ci avec le Fe2+. D'accord? De nombreux types de transporteurs du manganèse ont été mis en évidence au niveau cellulaire, avec bien sûr des rôles encore mal connus. Je vous ai dit, toujours pour le manganèse, les études sont toujours en exploration et toujours, on peut avoir tout le temps des nouvelles données par rapport à ce mécanisme d'action du manganèse. Par contre, en intracellulaire, le transporteur qui est la SLC30A10, c'est elle qui serait l'acteur important, d'accord? Parce que c'est toujours en cours d'étude, serait un acteur important et vient de faire l'objet de publications dans le cadre d'une maladie d'origine génétique avec surcharge en manganèse. Donc, certaines personnes ont présenté une maladie d'origine génétique dans laquelle on a trouvé une surcharge en manganèse et on a étudié un peu la physiopathologie de cette maladie d'origine génétique et il s'est avéré qu'il y avait un transporteur intracellulaire qui permettait donc d'avoir cette surcharge en manganèse. Ce transporteur serait principalement la SLC30A10. Donc, le futur nous donnera plus de détails. D'accord? Donc, l'absorption, on a dit, elle se fait de façon active, rappelez-vous, elle se fait par la DMT1, donc par un système de transport actif. Ensuite,
Le transport se fait par la transférine, mais surtout par l'albumine et la bêta-globuline. Mais la sortie de la cellule va se faire par la ferroportine. Toujours en compétition avec le fer. Le manganèse va suivre toujours le fer, que ce soit dans le plan métabolisme ou ce soit dans le catabolisme, donc l'élimination ou l'absorption. Par contre, la pénétration dans le système nerveux central, parce que pourquoi on dit c'est une des cibles essentielles de la surcharge en manganèse, c'est tout simplement parce que vous avez vu, la composition en elle-même de ces cellules gliales nécessitait 80% de manganèse. Donc, l'essentiel du manganèse de notre corps va aller vers le système nerveux central. Donc, la pénétration dans le système nerveux central, qui est une cible essentielle de manganèse, elle se fait par un passage actif à travers la barrière hémato-encéphalique. Je pense que vous avez fait le mercure, vous avez un peu abordé cette barrière hémato-encéphalique qui va permettre le passage de certains métaux et pas d'autres. Le manganèse fait partie des métaux qui vont traverser cette barrière hémato-encéphalique de façon active, donc demandant de l'énergie, mais quand même possible. La surcharge dans le système nerveux central va concerner préférentiellement les ganglions de la base, en particulier le pallidum, et plus rarement d'autres structures comme le tronc cérébral ou le cervelet. Donc, si je vais retrouver du manganèse dans le tronc cérébral ou dans le cervelet, cela veut dire que mon intoxication est massive. Ça veut dire que j'ai trop de manganèse dans le sang. Ça veut dire que dans le lieu où je travaille, il y a trop de manganèse dans l'environnement industriel dans lequel j'exerce. Il y a un manque par rapport à la prévention ou par rapport à la protection de l'environnement industriel. Où est-ce qu'il va s'accumuler? Donc, on a vu son absorption, son transport, sa pénétration ou son transport, la pénétration dans le système nerveux central. Maintenant, où est-ce qu'il est accumulé? Beaucoup au niveau du foie. Il va s'accumuler au niveau du foie. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, son absorption gastro-intestinale est retardée en faveur d'un métabolisme accru au niveau du foie, mais une élimination qui est beaucoup plus biliaire et pancréatique, et non pas hépatique. Donc, s'il ne va pas vers la bile, s'il ne va pas vers le pancréas, il va s'accumuler au niveau du foie. Il va s'accumuler aussi au niveau des reins, mais surtout au niveau du cerveau, et particulièrement au niveau du globus pallidus, au niveau du noyau codé et au niveau du putamen. Ces localisations préférentielles, ce sont des localisations au niveau du noyau gris de la base qui sont essentiellement responsables des différentes manifestations toxiques qu'on va voir. Au niveau des neurones, le manganèse va s'accumuler dans les lysosomes et dans les mitochondries. Rappelez-vous la dismutase, la superoxyde dismutase. Parce que notre manganèse fait partie de la composition de ces enzymes qui sont soit en cofacteur, soit en superoxyde. Et donc, on va le retrouver au niveau des neurones. Il va s'accumuler au niveau des mitochondries. Son accumulation dans l'hypophyse entraîne une réduction de la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Donc, par conséquent, vous allez voir quelques signes qui sont en rapport avec un problème thyroïdien. L'élimination, je pense que vous l'avez compris, ça va être une élimination fécale par rapport à la sécrétion biliaire. Ça va être une élimination urinaire, mais qui est très faible. Elle est inférieure à 2 microgrammes par gramme de créate. Et l'élimination du manganèse ingéré est biphasique. Donc, vous allez avoir une élimination qui va être rapide, notamment le manganèse qui n'a pas été absorbé par le tractus gastro-intestinal. Celui-ci va avoir une demi-vie inférieure à 2 jours, suivie d'une étape d'élimination qui est lente. Mais ça sera
le manganèse qui est absorbé et qui a une demi-vie de 10 à 30 jours. Donc, en définitive, le manganèse qui a été absorbé par voie pulmonaire, qui a eu une absorption rapide, va être éliminé et va avoir une demi-vie inférieure à 2 jours. Par contre, le manganèse qui va être absorbé ou réabsorbé va avoir une demi-vie plus longue et qui va être de 10 à 30 jours. Donc, quand on vous dit ça, cela voudra dire que si vous allez avoir votre patient à un moment particulier, il va se présenter avec certains signes cliniques, vous pensez que c'est le manganèse, vous faites des analyses, vous comprenez qu'il y a un excès de manganèse, donc vous allez extraire votre patient de cet environnement toxique et permettre l'élimination lente du manganèse. Donc, permettre l'élimination petit à petit de tout le manganèse qui est dans le corps, jusqu'à une certaine période. Si on arrive à avoir notre patient dans un état précoce, maintenant, si c'est un état tardif, même comme ça, on ne pourra pas éliminer tout le manganèse accumulé, d'accord? Donc, la bile représente la principale voie d'excrétion, vous l'avez compris. Parce que, en effet, bon, lorsqu'il pénètre dans le foie, il y a un important pourcentage du manganèse qui est absorbé, 90%, entre le pôle lysosomial, à partir duquel il pénètre dans les canicules biliaires pour être excrété dans la lumière intestinale. Le reste, les 10%, risquent de s'accumuler dans le foie. L'ion manganèse radioactif, si vous voulez, ou l'ion Mn2, est excrété dans la bile comme un gradient de concentration, ce qui suggère l'existence d'un mécanisme de transport actif. On a dit qu'il y a un mécanisme de transport actif. On a confirmé ce mécanisme par l'existence de ce manganèse Mn2 à qui on a mis une petite dose de radioactivité pour voir où est-ce qu'on va le retrouver. Eh bien, on l'a retrouvé excrété dans la bile comme un gradient de concentration, c'est-à-dire qu'il y a eu une nécessité de développer beaucoup d'énergie pour pouvoir le transporter et pour pouvoir l'excréter. Les sécrétions biliaires se retrouvent dans les selles, bien sûr, dans les fesses, qui contiennent environ 90% du manganèse excrété. Le tractus intestinal ainsi que le pancréas excrètent également du manganèse dans la lumière intestinale que l'on va retrouver dans les fesses. Mais la partie la plus importante, c'est les sécrétions biliaires. Accessoirement, le pancréas et le tractus intestinal. D'accord? Par contre, en cas de surexposition des excrétions urinaires et fécales du manganèse, augmente considérablement. Donc, c'est un moyen de surveillance de mes patients exposés au manganèse. On va les voir tout à l'heure. Donc là, schématiquement, le métabolisme du manganèse qu'on a vu tout à l'heure un peu plus en détail. Donc, quelles sont les différentes voies métaboliques du manganèse? Vous avez principalement le poumon. Donc, j'ai l'air qui est la voie de contamination professionnelle dans le monde métallurgique, dans les mines, dans certaines situations professionnelles qu'on a citées tout à l'heure. Donc, une fois que j'ai dépassé les 2 microgrammes par centimètre cube ou alors par volume, centimètre cube de volume dans mon environnement professionnel, je vais voir pénétrer du manganèse dans le poumon. Accessoirement, vous avez la voie trigéminale, c'est-à-dire le système nerveux, d'accord? Le système olfactif, pardon, des poumons. Donc, j'inhale des poussières ou des particules de manganèse. Celles-ci vont passer directement dans le sang et vont être transportées 20% par la transférine, 80% par l'albumine. Mais j'ai aussi une autre source
l'apport normal, l'apport journalier qui est de 2 à 10 mg par jour. Donc, par le biais du tube digestif, par l'absorption, on a dit qui est très très faible. Donc, par l'excrétion, ce que m'a rejeté mon poumon, je vais le réabsorber et donc il va aller de nouveau vers le sang. Donc, je vais avoir dans le sang du manganèse qui a été absorbé par le poumon préférentiellement, accessoirement par le système digestif et va être transporté par la transférine et par l'albumine. Vous avez une autre voie de pénétration qui est la nutrition parentérale. Donc, vous avez des dialysés, par exemple, chez lesquels on doit rajouter tous les oligo-éléments. Et donc, au moment d'une dialyse, on peut avoir du manganèse qui va se retrouver dans le sang. Mais c'est le cas aussi des toxicomanes. Donc, certaines drogues vont faire en sorte que je vais avoir du manganèse dans le sang à partir de cette voie. Donc, une fois que c'est pénétré dans le sang, transporté par la transférine et l'albumine, je vais le retrouver dans certains organes cibles, notamment et surtout le cerveau, le rein et le foie. Pour le cerveau, j'ai une voie accessoire qui est la voie trigéminale, donc le système olfactif. Donc, je vais avoir, en plus de tout ce que j'ai reçu par le poumon et le système digestif, une partie qui va venir par le système olfactif. Donc, une partie va être excrétée, le rein va excréter sur le plan urinaire. Par contre, le foie va permettre une excrétion biliaire. Je vous ai mis défaut d'élimination, atteinte hépatique. Donc, si j'ai une personne qui travaille dans une industrie où je vais retrouver du manganèse et qui présente une insuffisance hépatique, là, je vais avoir un problème dans l'élimination. Et donc, je ne vais pas pouvoir avoir une bonne excrétion biliaire et je risque d'avoir une accumulation de manganèse. Donc, pour certains problèmes, on ne va pas laisser les gens travailler dans une industrie qui contient le manganèse. Donc, principalement, à partir de tout ce métabolisme qu'on a vu, les différents mécanismes d'action du manganèse sont répartis comme suit. Le système extrapyramidal, c'est la cible principale du manganèse. Donc, vous voyez qu'à partir du moment où on a acquis le PET scan, eh bien, des études ont été réalisées Allô? 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 Oui, docteur. Allô? Oui, Vous- docteur. Il y a eu un petit passage Oui. de... Voilà, donc c'est rétabli, très bien. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui, Oui. ça va. Oui, Retenez surtout cette histoire d'absorption et de facteurs influençant par rapport au système nerveux central, cette prédisposition du manganèse à aller vers les systèmes nerveux central, d'accord, qui est très importante par rapport aux signes cliniques que vous allez voir tout à l'heure, d'accord. Donc, on va D'accord. voir donc
certaines études ont suggéré qu'il y a des perturbations neurologiques parce qu'on a pu suivre grâce au PET scan le manganèse et on a compris qu'il y a des altérations fonctionnelles des neurones postsynaptiques dans le corps strié et le globus pallidus. De ce fait, il y a une dégénérescence sélective des terminaisons nerveuses dopaminergiques, une perte des récepteurs postsynaptiques D1 sans réduction de la densité des récepteurs D2 ou une altération des récepteurs muscariniques et d'acide GABA. Donc, c'est surtout les récepteurs postsynaptiques D1 qui vont avoir une dégénérescence, d'accord? Et pas les récepteurs D2. Donc, il y a des hypothèses. On est toujours dans un monde de recherche par rapport au manganèse, d'accord? Vous avez certaines hypothèses qui nous disent qu'il y a une auto-oxydation de la dopamine médiée par le couple Mn2+, Mn3+, avec production de forme activée de l'oxygène conduisant à la mort neuronale. C'est-à-dire qu'on essaie d'expliquer cette dégénérescence neuronale par plusieurs hypothèses. Donc l'auto-oxydation, l'altération de la régulation du calcium mitochondrial avec inhibition des phosphorylations oxydatives, augmentation sélective de l'activité du cytochrome P450 dans les mitochondries du corps strié, formation du radical glutationyl, lésion excitotoxique, d'altérer le métabolisme oxydatif. Donc, ça reste des hypothèses. On verra avec le temps quelle est celle qui va être retenue dans le mécanisme d'action par rapport à la dopamine et par rapport à la dégénérescence neuronale. D'accord? Alors, il y a d'autres hypothèses aussi qui vous disent qu'il y a inhibition de la captation des amines endogènes par des synaptosomes, la modification de l'activité d'enzymes impliquées dans la synthèse et de leur catabolisme, une perturbation de l'hémostasie du fer. Tout ça, ça reste des hypothèses. D'accord? Nous, on a compris qu'il y a une dégénérescence neuronale. Quel est le vrai mécanisme? Il n'est pas bien élucidé jusqu'à présent. D'accord? Alors, sur le plan clinique maintenant, pour une intoxication aiguë, c'est sûr que par ingestion, elle va être exceptionnelle, à moins que ce soit une ingestion accidentelle ou alors volontaire. On veut se suicider, on veut s'intoxiquer et on va prendre, par exemple, des sels de manganèse, peut-être. Dans ce cas-là, on risque d'avoir des brûlures des voies digestives, une nécrose hépatique et rénale avec des vomissements sanglants. En parallèle, on va avoir des œdèmes des voies respiratoires supérieures et collapsus respiratoire. Donc, par ingestion, c'est vraiment exceptionnel, c'est toujours dans un cadre accidentel ou volontaire. Par inhalation, par contre, on a plusieurs types de situations. Dans l'exposition modérée aux fumées d'oxyde de manganèse, vous allez avoir un syndrome pseudo-grippal, comme celui de la fièvre des fondeurs, que vous avez vu peut-être avec d'autres toxiques. Donc, c'est un syndrome pseudo-grippal qui se manifeste par une fièvre, une transpiration, nausées, toux, etc., qui va apparaître de 2 heures à 12 heures après le début de l'exposition et qui disparaît sans aucun dommage en 24-48 heures. Ce sont des expositions qu'on va classer dans le cadre de l'accident du travail et qui ne laissent pas de dégâts particuliers, mais qui vous incitent à réfléchir et à vous dire que j'ai des fumées d'oxyde de manganèse dans mon atelier. En cas d'exposition par contre intense aux fumées ou aux poussières de sel de manganèse, vous allez avoir le tableau de pneumonie chimique. La pneumonie chimique, elle a les signes cliniques et radiologiques habituels de la pneumonie. Donc, vous allez avoir les mêmes signes qu'une pneumonie. Fièvre, toux, cyanose, dyspnée, expectoration qui est dans ce cas très visqueuse. Elle est non rouillée, elle va ressembler à du miel épais. Donc, ça va être une expectoration un peu particulière. Parfois, cette pneumonie peut se compliquer d'hémoptysie. On peut avoir de l'hémoptysie. Donc, vous avez, pour l'intoxication aiguë, soit par ingestion
Donc, vous allez avoir des brûlures du tube digestif supérieur, des voies digestives et une nécrose hépatique ou rénale, ou carrément un œdème avec collapsus respiratoire. Par inhalation, vous avez deux situations, soit exposition modérée et c'est la fièvre défendeur, sans aucun dommage particulier, soit en cas d'exposition intense aux fumées, et vous allez avoir le tableau de pneumonie chimique, d'accord, qui peut être compliqué. Cette situation est beaucoup plus compliquée que dans la fièvre défendeur. Pour la toxicité chronique, elle se fait essentiellement par inhalation de poussière de différents composés du manganèse, du métal. L'organe cible, vous l'avez compris, c'est le système nerveux central, principalement le système extrapyramidal et accessoirement le poumon. Donc, vous allez avoir une atteinte du système nerveux central, c'est le manganisme. Comment ça va commencer pour ce manganisme? On va avoir des symptômes qui vont être frustres, non spécifiques. Donc, ça peut passer inaperçu. Même le malade ne va pas peut-être venir consulter. Donc, mais qui va progresser vers une maladie qui est invalidante et qui va avoir pratiquement les mêmes caractéristiques que la maladie de Parkinson, mais quand même plusieurs différences entre eux. Le manganisme a été diagnostiqué parmi les travailleurs qui sont exposés à de fortes concentrations de manganèse, donc supérieures à 5 mg par mètre cube, et qui vont apparaître après les taux d'exposition variant de quelques mois à 10-20 ans. Donc, il y a des personnes qui vont développer ces manifestations juste 1 année ou 2 ans après exposition et d'autres qui ne vont les manifester qu'après des années et des années d'exposition. D'accord? Mais le manganisme reste un problème sérieux puisque une fois installé, ça va être difficile de revenir à la normale. Donc, dans le manganisme, dans sa période de début, on va avoir une altération de l'état général. On va avoir une fatigabilité, une asthénie qui est insolite, une asthénie bizarre. Vous n'allez pas comprendre pourquoi vous avez cette asthénie. Des troubles digestifs banaux, à type d'anorexie, d'amaigrissement, des douleurs lombaires, des céphalées. Les céphalées sont surtout frontales. Vous avez une tendance à la somnolence, pouvant cependant faire place à un état hypomaniaque avec trouble du sommeil. Donc, on ne va pas avoir un tableau typique, mais on va avoir un tableau qui va être un peu différent. Ça peut être des excès de sommeil, comme ça peut être un état d'excitation, ça peut être de l'anorexie, comme ça peut être des troubles digestifs banaux, et ça peut être uniquement des céphalées, par exemple. Vous avez aussi des troubles neuropsychiques qui vont apparaître. Là, ça commence à être un peu délicat parce qu'une personne ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain. C'est ce qu'on appelle la psychose manganique, avec des troubles du comportement. Vous allez avoir quelqu'un qui est apathique, c'est-à-dire insensible, indifférent. Ou alors, vous allez avoir quelqu'un qui est irritable et qui peut même aller vers des périodes d'agressivité totale et qui peut avoir de l'éréthisme sexuel, c'est-à-dire qu'il va aller vers des périodes où il y a un besoin sexuel accru, comme il peut aller vers des moments où il y a une baisse de la libido complète. Vous avez des troubles sensitivos moteurs à type de paresthésie, crampes au niveau des mollets, avec troubles de la mimique et surtout une économie de mouvement. Donc la personne ne pourra pas faire tous les mouvements habituels de la vie. L'écriture va devenir lente, elle va être maladroite, elle va être tremblée. Vous allez avoir une micrographie, c'est-à-dire que la personne va écrire très très petit, ou au contraire, une macrographie, ça va être... L'écriture va changer de toute façon. Elle va être soit ce type de micrographie ou de macrographie. À ce stade-là, à cette période de début, dans ce tableau un peu confus, où il y a des signes un peu bizarres, un peu ambigus et totalement différents l'un de l'autre, les signes peuvent disparaître s'il y a extraction du milieu toxique. Si on arrête la personne d'être exposée au manganèse et on donne un arrêt de travail.
Par contre, si on le laisse réintégrer l'exposition, eh ben, la symptomatologie va reprendre à chaque nouvelle exposition. Donc, à chaque fois qu'il va être exposé au manganèse, il va redevenir agressif ou apathique, va avoir des signes de paresthésie, etc. Ça va pas, je ne vais pas vous dire que c'est un test, mais en général, quand on est dans ce tableau-là, on commence à faire nos investigations et on extrait le patient de cet environnement toxique par rapport au manganèse. Bien sûr, si l'exposition se prolonge, le tableau va se compléter, il va se compliquer aussi. On va avoir des troubles de la parole. Donc la parole va devenir monotone, égale, lente et peu particulier. Même les mouvements des lèvres vont être réduits. Le faciès va se figer et on va avoir un syndrome moteur qui va se confirmer. Les gestes vont être de plus en plus lents et maladroits, surtout aux membres supérieurs. La marche peut être préservée, mais elle n'est plus équilibrée par le balancement des bras. La personne va marcher, mais ne va plus faire l'équilibre avec le balancement de ses bras. Donc, vous allez avoir une personne qui va être presque comme un robot, si vous voulez, qui ne va pas pouvoir parler beaucoup parce qu'elle ne pourra pas utiliser les lèvres. Les mouvements des lèvres sont réduits et donc la personne ne pourra pas articuler. Dans la période d'état, on passe au stade de Parkinson manganique. C'est un tableau qui va ressembler à la maladie de Parkinson, pas tout à fait la même chose, mais certains signes cliniques sont très ressemblants. C'est pour ça qu'on va l'appeler tableau de Parkinson manganique. À cette période-là, l'asthénie est intense et confuse et la dynamie carrément. C'est-à-dire que la personne devient vraiment apathique et ne veut plus faire d'effort, aucun mouvement. Le syndrome neurologique, par contre, va s'installer. C'est l'hypertonie extrapyramidale avec mouvement involontaire. Cette hypertonie va commencer au niveau de la face. On va perdre la mimique, donc on va avoir l'aspect du masque manganique. C'est-à-dire que je vais avoir le faciès qui va se figer. Je ne vais pas avoir d'expression. Je ne vais pas montrer, je ne vais pas pouvoir sourire, ni montrer le chagrin, ni montrer la joie, etc. Je vais perdre ma mimique. Je vais avoir un faciès figé. Ce faciès va devenir sardonique, c'est-à-dire qu'il va être tellement, les muscles vont être contractés que je vais avoir un faciès qui va être un peu comme quelqu'un qui est très furieux et qui est très en colère. Donc, l'expression est à la fois hilare et figée. Quelqu'un qui est étonné, figé, avec un air hébété, c'est-à-dire qu'il ne peut même pas exprimer une joie ou un chagrin. Ajouté à cela, on va avoir des troubles de la parole. Donc la personne commence à parler et articuler difficilement. La personne va bégayer. Ensuite, elle ne va plus parler. Elle va utiliser des monosyllabes. Et ça va aller vers le mutisme total. Donc la personne va aller carrément vers un état où elle ne va plus parler. Ou alors, contrairement à tout cela, elle va déclencher des crises de rire spasmodiques sans aucune raison. Vous allez me dire, ça va faire comme si qu'on est à côté de quelqu'un qui présente une grande dépression. Presque. Voilà, presque. On a un autre trouble, c'est le trouble de la marche, qui est quand même le maître symptôme de la période d'état. La marche, elle est raide, elle est chancelante, les pas sont courts. On ne peut pas faire de grands pas avec appui prédominant sur les articulations métatarso-phalangiennes. Donc, la personne va marcher sur les articulations. Les pieds glissent, on ne va pas faire des pas, on ne va pas soulever les pieds pour faire un pas. On va glisser, on va marcher en glissant sur le sol. Le malade peut faucher la démarche, par exemple, et il peut tomber à cause de ça. La démarche peut être spastique. Cette démarche, on l'appelle une démarche en pas de coq, de von Jacques. Elle est comment? Les jambes sont écartées,
les genoux sont tendus, les pieds sont en varus équins. C'est le début de la déformation. Voilà l'image de quelqu'un qui va avoir un Parkinson manganique. Donc, vous voyez comment il marche. Vous voyez ici comment il est sur les métatarses. Les jambes sont écartées et il ne peut pas se maintenir debout. Il va être incliné. Il va avoir tout le temps besoin de quelque chose pour s'adosser. Donc, vous avez un trouble de l'équilibre, il est incliné, des chutes fréquentes, et il va s'asseoir, s'asseoir va devenir impossible sans l'aide des mains. Donc, en plus de cette hypertonie extrapyramidale, on va avoir des mouvements involontaires. Des mouvements involontaires aux membres supérieurs, c'est la kinésie, avec maladresse, lenteur des mouvements, adiadococinésie. Pas de phénomène de roue dentée par contre. Les tremblements, le tremblement ici est paroxystique, il est intentionnel, de type cérébelleux, déclenché par les émotions, l'effort ou la fatigue. Il atteint les muscles supérieurs et le membre supérieur et le membre inférieur ainsi que la langue. Les réflexes ostéotendineux sont exagérés. Le réflexe cutané plantaire est en flexion, vous l'avez vu, il va marcher sur les métatarses et donc son réflexe cutané plantaire est en flexion. Vous avez des spasmes d'opposition, donc des mouvements spasmodiques de direction inverse au mouvement volontaire. S'il va vouloir lever la main, il va la faire descendre. Donc c'est toujours des mouvements inverses de la volonté de l'individu. Des troubles sensitifs essentiellement subjectifs, parfois des troubles objectifs. L'audition peut être affaiblie. On peut avoir de la diplopie et des signes pyramidaux, des troubles psychiques, une psychose schizophrénique, des troubles du sommeil, de l'irritabilité, de l'hallucination, des troubles de l'attention, des troubles amnésiques, donc de la démence et parfois maniaco-dépressives. Alors, soit on va avoir des troubles de faim ou de soif, donc anorexie, ou carrément de la polyphagie, polydipsie. Troubles de l'activité sexuelle et la libido va être diminuée. Sialorée et des troubles vasomoteurs, parfois paroxystiques, c'est le syndrome de Raynaud. Une cirrhose nodulaire serait assez souvent associée par accumulation. Donc, tous ces signes que vous avez vus sont liés à l'accumulation au niveau des cellules du système nerveux central et au niveau hépatique. On peut avoir d'autres manifestations qui ne sont pas très importantes, mais qui peuvent nous guider vers un diagnostic de manganisme. C'est la stomatite érythémato-ulcéreuse, les rhinites, épistaxis, des troubles respiratoires qui sont fréquents et les atteintes pulmonaires qui sont parfois graves, une bronchopneumonie subaiguë et prolongée qui est résistante aux antibiotiques et qui va évoluer vers un broncho-emphysème avec expectoration noirâtre. On peut avoir des cas de polyglobulie, d'hyperthyroïdie, hyperthermie, légère hypercalcémie, une augmentation du métabolisme de base, une réduction de la fertilité. Et on incrimine le manganèse comme étant un toxique qui va exercer une action cancérogène chez l'homme, mais qui ne fait pas partie des métaux hautement cancérogènes. Il y a des populations qui vont être sensibles aux effets neurotoxiques. Vous avez les personnes âgées et les personnes de sexe féminin qui vont être un peu plus sensibles, qui sont un peu moins sensibles que les hommes aux effets néfastes du manganèse. Vous avez des personnes qui vont avoir de l'anémie ou des maladies hépatiques. Les personnes qui seront atteintes de la maladie de Parkinson. Alors, si quelqu'un a déjà une maladie de Parkinson et qu'il est exposé au manganèse, vous allez avoir vraiment un handicapé sur tous les plans. Donc, ce tableau nous permet d'avoir les différences entre le manganisme et le parkinsonisme. Donc, les différentes différences sont déjà par rapport à l'âge. Dans la maladie de Parkinson, le sujet a un âge supérieur à 60 ans
Pour le Parkinson manganique, ce sont des personnes qui sont âgées de moins de 60 ans, c'est normal, ce sont les personnes qui sont en activité par rapport au travail. Sur le plan clinique, dans la maladie de Parkinson, vous avez un tremblement de repos, c'est un tremblement d'action pour le Parkinson manganique. Vous avez une asymétrie des signes cliniques, par contre une symétrie des signes cliniques, une instabilité posturale, une dystonie plus fréquente, une marche en pointe de coque, des manifestations psychiatriques pour le Parkinson manganique. L'atteinte sur le plan histologique, c'est celle de la substance grise pour la maladie de Parkinson, c'est l'atteinte du globulus pallidus et striatum dans le noyau codé putamen pour le Parkinson manganique, la présence des corps de Lewy dans la maladie de Parkinson et l'absence de corps de Lewy dans le Parkinson manganique. À la L-DOPA, par contre, le Parkinson manganique ne va pas répondre ou avoir une mauvaise réponse à ce traitement. L'imagerie, l'IRM est normale dans la maladie de Parkinson. Il y a un hypersignal intense en pondération T pour le manganisme. Pour le PET scan, il y a une diminution de la captation de la fluorodopa au niveau du striatum pour la maladie de Parkinson. Par contre, le PET scan est tout à fait normal dans le Parkinson manganique, bien qu'un PET scan normal n'exclut pas le diagnostic de Parkinson manganique. Ce sont les différences entre le manganisme et le parkinsonisme. Donc, pour que si on vous donne un cas clinique, vous puissiez dire que c'est un Parkinson manganique ou pas. Là. Par rapport au MMT, l'expression clinique est un peu différente. Vous pouvez avoir de la polypnée, de l'excitation, de l'ataxie et du trémor. Donc, il y a une atteinte du cervelet dans ce cas. Cyanose, convulsions, des diarrhées hémorragiques, une dégénérescence hépatique et rénale. Alors, le problème dans cette intoxication manganèse, c'est que les signes ne rétrocèdent pas à l'arrêt de l'exposition. Par contre, il y a un arrêt de l'évolution lors de l'écartement du travailleur. Donc, à n'importe quel moment où vous faites le diagnostic, vous avez arrêt de l'évolution de la maladie. Et c'est tant mieux. Donc, à chaque fois que vous pouvez faire le diagnostic le plus précocement possible, ça serait un bonus pour notre patient qui ne va pas aller vers l'handicap définitif ou vers le Parkinson manganique. Pour le traitement, donc tout dépend des signes cliniques que vous avez eus. Pour la pneumonie chimique, vous faites un traitement symptomatique, antibiothérapie. Pour le manganisme, on va essayer les chélateurs, la DTPA, donc le sel sodio-calcique de l'acide diéthylène triaminopentaacétique, le DTA en intraveineux, et s'il y a des lésions nerveuses constituées, récupération incomplète. Donc, même si dans le manganisme, s'il y a des lésions, on ne va pas vraiment pouvoir avoir un résultat. Que association de la L2PA à un inhibiteur de sa décarboxylase, bien que, vous le savez, ça ne donnerait pas un énorme résultat, mais ce sont des traitements symptomatiques juste pour aider le patient par rapport au tremblement, par exemple. Sur le plan de la prévention, vous avez compris qu'on va faire à l'embauche en prévention médicale, on va éviter l'exposition au risque des personnes sensibles aux effets neurotoxiques. Rappelez-vous, les personnes sensibles, ce sont les personnes qui ont un problème hépatique et les personnes qui ont déjà un Parkinson. Les femmes aussi. Donc, vous avez ces personnes-là qui ont une sensibilité aux effets neurotoxiques du manganèse qu'il faudra éviter de faire exposer au manganèse. Rechercher la présence d'une atteinte neurologique et pulmonaire susceptible d'être aggravée par une exposition manganèse. Bien sûr, on ne va pas vous demander de faire un PET scan ou une IRM, mais sur le plan clinique, faire un bon examen clinique, faire tous les réflexes, etc. Et donc, ça sera un examen de base pour que par la suite, s'il va présenter des signes, on saura que ce n'était pas par rapport à la personne elle-même, mais par rapport plutôt à une exposition donnée. On fera quand même une spirométrie et on dosera le manganèse au niveau du sang et au niveau urinaire. À la visite périodique, c'est une surveillance
tous les 3 à 6 mois. En fait, c'est tous les 6 mois. Donc, ça fait partie des personnes hautement à risque. D'accord? On va rechercher tous les signes subjectifs tels qu'une irritabilité, une perte de la mémoire, une fatigabilité, de l'insomnie, des faiblesses et des douleurs musculaires, des tremblements des doigts, une raideur des membres, une difficulté à faire des mouvements fins, un changement dans l'écriture, un bégaiement, une voix qui devient rauque, des difficultés urinaires ou alors une impuissance. Donc, l'interrogatoire va rester le maître dans la visite périodique. Donc, on va essayer tout le temps de voir quels sont les signes en rapport avec une intoxication au manganèse pour pouvoir les repérer le plus tôt possible. Bien sûr, l'examen clinique va permettre de rechercher les signes débutants d'un syndrome extrapyramidal. On fera encore et à chaque fois une spirométrie, mais dans la visite périodique, on fera des tests psychomoteurs pour détecter un trémor débutant et on dosera le manganèse sanguin et urinaire. La comparaison des résultats avec ceux des examens antérieurs est particulièrement utile pour détecter un risque d'imprégnation excessive. Donc, toujours, vous allez le voir aujourd'hui, c'est une VP, revoir les examens des 6 mois précédents et voir est-ce qu'il n'y a pas des signes d'imprégnation par rapport à l'intoxication. Sur le plan de la prévention technique, donc bien sûr, à chaque fois qu'on pourra substituer le manganèse avec une substance moins nocive, c'est l'idéal. Bien sûr, à chaque fois que c'est possible. On devrait instaurer un travail en vase clos. Dans les mines, malheureusement, on ne peut pas faire de travail en vase clos, mais on va insister sur l'inspiration et le mouillage, c'est-à-dire l'aspiration et le mouillage à l'eau des poussières. Dans l'industrie, aspiration des vapeurs et des poussières à la source d'émission, une ventilation adéquate et adaptée surtout, une mécanisation de la technique. Ça serait l'idéal, c'est-à-dire qu'éviter de mettre en contact l'être humain avec les vapeurs de ce toxique. Donc, carrément mécaniser la technique. Protection de l'environnement aussi. Analyse régulière de l'air et respect des TLV selon l'ACJH 2006. Donc la TLV TWA pour le manganèse inorganique et ses dérivés, il est de 0,2 mg par mètre cube. La TLV pour les dérivés organiques est beaucoup plus faible, elle est de 0,1 mg par mètre cube. Donc, les mesures de TLV devraient exister. Chez nous, on n'a pas tous les moyens, malheureusement. On n'arrive pas à faire ces mesures, bien que certaines entreprises ont acquis ces moyens et certains ingénieurs HSE arrivent à le faire dans certaines industries particulières. L'intoxication en manganèse est réparée selon le tableau numéro 39. Le titre, c'est maladies professionnelles engendrées par le bioxyde de manganèse. Les pathologies qui sont réparées, c'est le syndrome neurologique du type parkinsonien avec un délai de prise en charge de 1 an. La liste est indicative, d'accord? Elle n'est pas limitative. Ceci veut dire qu'on peut mettre d'autres sources d'exposition qui ne sont pas reportées dans le tableau. Donc, il s'agit de l'extraction, le concassage, le broyage, le tamisage, l'ensachage et le mélange à l'état sec du bioxyde de manganèse, notamment dans la fabrication des piles électriques. L'autre pathologie qui est réparée, c'est la pneumonie manganique. Le délai de prise en charge, il est de 3 mois. C'est toujours la liste indicative. On va continuer. L'emploi du bioxyde de manganèse pour le vieillissement des tuiles. L'emploi du bioxyde de manganèse dans la fabrication du verre, le broyage et l'ensachage des scories-thomas, vous voyez, alors que normalement ces techniques n'existent plus. Donc les tableaux doivent être réactualisés et peut-être mettre de nouveaux procédés de fabrication ou de nouveaux procédés d'exposition et peut-être rajouter certains signes cliniques. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que ça a été clair? Ça va. Oui, ça va. Ça va? Y a-t-il des questions? Je suis à votre disposition. Non? Pas de questions particulières? Non. Non?
Donc, on essaiera un jour de faire un cas clinique, un ou deux cas cliniques comme ça en Google Meet pour vous rappeler cette intoxication en préparation à votre examen, Inch'Allah. 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 Je vous remercie. Merci. Merci à vous. Merci. Merci à vous, docteur. Dites-moi les derniers arrivés, j'ai pas eu vos noms. A-A-Z-R-H-N, c'est qui? C'est Rihani. Docteur Rihani, Oui. service? Ruiba. Oui, enchanté, docteur. Alors, qui d'autre qui ne s'est pas présenté? مريم قاوير. Mariam Gawir. Oui, CHU باب الواد. Bebloued, ok. Alors, Bouhabcha, tout ça, j'ai discuté avec eux. Donc voilà, en tout, donc c'est les personnes qui ont assisté. Merci. Merci d'avoir assisté.